Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Théodore Chastel, le cofondateur de Kidibam, qui donne une seconde vie aux jouets. Chaque année, 100 000 tonnes finissent à la poubelle. Il nous dira pourquoi il crée une bibliothèque numérique des règles de jeux de société. Dans notre débat, on parlera du moral inquiétant des dirigeants à impact en dévoilant les résultats d'une enquête qui vient d'être publiée. 4 sur 10 se déclarent en mauvaise santé mentale. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Doxa et ses vêtements qui n'utilisent que des teintures naturelles. 3 thèmes, 30 minutes pour les explorer. C'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Théodore Chastel. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Kidibam, créé en 2022 avec François Truong. On peut commencer en disant que c'est d'abord une belle histoire d'amitié, de longue amitié. Exactement. Avec François, on se connaît depuis très très longtemps. On s'est rencontrés sur les bancs de la maternelle. Donc ça fait un paquet d'années, puisque maintenant on a la trentaine déjà bien passée. Oui. Et on s'est lancé du coup dans cette aventure entrepreneuriale en 2022. Alors c'est pas notre première aventure, on avait déjà lancé une société 10 ans auparavant, mais cette fois-ci c'est la bonne et on s'attaque au marché du jeu et jouets d'occasion. Alors effectivement, pourquoi vous avez décidé de créer Kidibam? C'est quoi le déclic? Alors le déclic, c'est la parentalité de François. Okay. François qui est devenu papa, qui a eu un petit Basile et qui s'est rendu compte que les jeux, les jouets s'accumulaient dans les placards de son fils. On a tous vécu ça. Énormément de cadeaux et puis forcément un enfant n'a pas le temps de jouer avec les 40 articles qu'on lui offre pour son anniversaire. Et donc il s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire pour faire en sorte que ce marché de l'occasion se démocratise encore davantage. On va expliquer comment marche Kidibam, mais je veux bien qu'on fasse un constat pour commencer sur ce gâchis des jouets. Chaque année en France, 100 000 tonnes de jouets finissent à la poubelle. Et on peut rajouter à ça, Théodore Chastel, les jouets perdus, délaissés, qui traînent au fond d'un placard, au fond, qui c'est d'une cave, d'un garage. Oui, c'est vrai que ce chiffre est assez énorme. Ouais. En moyenne, la durée de vie d'un jouet est de 8 mois. Donc, il faut bien se rendre compte que nos enfants, ils grandissent très rapidement. Oui. Ils ont envie de jouer à des nouveaux jeux. On leur offre de nouveaux jeux. Et donc, forcément, derrière, les jouets finissent soit au placard, soit à la poubelle, soit dans le meilleur des cas, sur des plateformes de petites annonces ou sur Kidibam. Oui, parce que ces jouets, ils sont en grande partie réutilisables. Oui. Fonctionnels d'une certaine façon. Oui, tout à fait. La plupart des articles, au final, qui ne sont plus utilisés, sont fonctionnels. Nous, c'est vrai qu'on récupère énormément d'articles en très bon état, même de temps en temps, encore avec le blister, encore neuf. Et donc, c'est vraiment dommage de s'en débarrasser. Alors, ça marche comment, Kidibam ? Alors Kidibam, c'est très simple. On a un parcours, si vous avez envie de nous vendre des articles, il y a un minimum de 10 articles. Et nous, on va collecter partout en France via colis postaux. Donc vous remplissez un simple petit formulaire. Vous allez nous indiquer, j'ai 10 peluches à vendre, 5 jeux de société, 3 jouets en bois. Derrière, on va vous faire une estimation. Et si vous l'acceptez, puisque bien sûr vous avez le droit de refuser ce prix, on va vous fournir une étiquette à coller sur un colis. Vous mettez tout à l'intérieur. Vous posez ça en bas de chez vous, chez un commerçant partenaire, et derrière, ça arrive dans notre atelier. Nous, derrière, on va juste vérifier, contrôler, et si ça correspond bien à ce que vous nous aviez mentionné sur votre formulaire, on va vous faire un règlement. Et donc là, votre travail continue avec peut-être de l'évaluation, de la réparation parfois ? Exactement. Beaucoup de tri, de vérification, de contrôle. Le secteur du jeu, du jouet est forcément soumis à de nombreuses règles. Et nous, en tant que... Et heureusement d'ailleurs. Heureusement, bien sûr. En tant qu'acteur professionnel du monde de la revalorisation, on se doit d'être vraiment parfait et très précis sur tous les contrôles qu'on effectue. Ça veut dire que vous devenez responsable de la sécurité du jouet que vous allez revendre ? Tout à fait, exactement. En tant qu'acteur vraiment professionnel, on est responsable des produits que l'on vend. On a énormément de petits points de contrôle qu'on va faire sur l'ensemble des articles. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, des distributeurs professionnels comme Intermarché, les Galeries Lafayette nous font confiance pour la distribution de nos produits. D'accord. Et alors, tiens, ça m'inspire une question. Est-ce que vous récupérez aussi des invendus de grandes marques de jouets, par exemple ? Parce que là, moi, je réagis en particulier. En vous écoutant, je me dis, mais tiens, qu'est-ce que j'ai ? Parce que mes enfants, ils sont très, très grands, mais est-ce que j'ai pas des jouets qui dorment dans un placard ? Est-ce que vous récupérez des invendus aussi ? Alors, on l'a fait un peu au début de notre activité. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, on préfère se concentrer vraiment sur notre cœur de métier, qui est la seconde main. D'accord. C'est sur ce secteur qu'on a le plus de valeur ajoutée. Et il existe déjà beaucoup d'acteurs qui font de la revente d'invendus. Donc, c'est pas forcément notre cœur de métier aujourd'hui. Votre modèle économique, c'est quoi ?
Vous prenez une marge sur la revente? Exactement. L'équation économique, voilà, on achète à un prix X, on revend à un prix Y. Bien sûr, entre les deux, on a des coûts humains de vérification, de contrôle, du temps pour créer les fiches produits quand on vend sur notre site internet. Et entre les deux, on essaie de faire une belle marge. Et alors, pour les consommateurs, j'imagine que ça dépend du produit, ça dépend du jeu, etc. Mais on peut avoir quel montant d'économie? Alors en moyenne, on est quand même à moins 50% par rapport au prix neuf. Donc c'est assez important. Et là, je parle d'articles en très bon état. Oui, donc, oui, votre enfant, il ne va pas faire la tronche en voyant arriver le cadeau, quoi. Voilà, exactement. Au contraire. Et alors, je parle surtout des enfants entre 0 et 6 ans. Oui. La réalité, c'est qu'ils ne font vraiment pas la différence entre un article neuf et un article en très bon état. Donc oui, les enfants sont heureux et les parents sont contents. Ça permet de faire des petites économies et de faire un joli geste pour la planète. Ouais. Vous venez de lancer une bibliothèque numérique des règles de jeu. On va expliquer pourquoi dans un instant. Mais je voudrais qu'on se concentre un peu sur les enjeux de logistique. Parce que vous créez cette entreprise, elle est jeune, elle a 2-3 ans, oui. Avec l'envie de promouvoir le réemploi, la seconde main, mais forcément, ça crée beaucoup de transport. Un modèle comme celui-là. Alors, il faut savoir que quand on calcule l'impact carbone d'un jeu, d'un jouet, une grosse partie de cet impact, c'est sa fabrication. C'est sa fabrication, exactement. Donc en fait, nous, on a fait des calculs et on s'est dit qu'il vaut mieux faire 2 envois colis postaux où les jouets sont massifiés parce qu'on a un minimum de 10 articles, plutôt que de continuer à acheter des articles neufs qui sont fabriqués à l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, plus de 90% des articles qui sont achetés viennent de très très loin. Ouais, donc le ratio avantage-désavantage est favorable. Cette bibliothèque, vous l'avez lancée avec des éditeurs de jeux de société. Donc vous lancez une bibliothèque numérique et gratuite. On va y trouver quoi? Des règles, c'est ça? Des règles du jeu? Exactement. Nous, en fait, c'est parti d'un problème qu'on a au quotidien. Nous, nos opérateurs, ils ont besoin régulièrement de réimprimer des règles pour les insérer dans les jeux de société avant de les revendre. Parce que la plupart du temps, quand on collecte des jeux de société, la règle a disparu, forcément. Et c'est d'ailleurs peut-être parfois une des raisons pour lesquelles on joue plus au jeu, quoi. Exactement. Et donc nous, en fait, le fait de fournir à la fois aux acteurs du réemploi, mais aussi aux particuliers, cette bibliothèque gratuite va permettre de rallonger la durée de vie des jeux. Et c'est vraiment une initiative pour une certaine pour améliorer l'impact du secteur. Mais c'est vraiment un frein au réemploi, ça? Alors, c'est un frein dans le sens où on perd énormément de temps. Au quotidien, vous au quotidien dans le travail. Oui, nous, et donc forcément tous les acteurs du réemploi. Donc c'est un frein dans le sens où l'équation économique du réemploi n'est pas celle du neuf. On a forcément plus de coûts. Et donc toutes les initiatives qu'on va pouvoir mettre en place pour améliorer cette équation et gagner du temps, c'est ce qu'on appelle nous l'industrialisation d'un métier qui autrefois était artisanal, va nous permettre demain de réussir à créer une belle entreprise rentable. Oui, mais est-ce que finalement c'est compliqué de créer une bibliothèque numérique des règles du jeu ou alors ça prend 3 clics aux éditeurs? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors là l'intérêt, c'est qu'on a mis autour d'une table la plupart des éditeurs français et même européens et ils nous ont tous envoyé leurs règles du jeu, donc des belles règles du jeu, format PDF, pas des règles scannées, etc., qu'on peut retrouver sur Internet à droite à gauche. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir vraiment toutes les règles réunies au même endroit. Et donc, ça veut dire quoi? Vous les réimprimez et vous les réinsérez dans le jeu, ou alors vous proposez aux gens finalement d'aller les chercher sur la bibliothèque? Alors, on peut proposer les deux choses en fonction de l'article, mais régulièrement, on imprime parce que les personnes et que nos clients aiment bien avoir les règles dans les jeux. C'est drôle parce que j'imagine autour de la table, là, tous ces éditeurs, ils sont concurrents. Oui, tout à fait. Dans 95% de leur vie professionnelle. Donc, ça devait être assez intéressant de les voir collaborer sur une initiative comme celle-là. En fait, tous ces acteurs, aujourd'hui, ils sentent que la seconde main est un marché en pleine expansion. Ils ont du mal à se positionner sur ce secteur parce qu'en tant qu'acteurs du neuf, c'est pas leur métier d'aller faire du seconde main. Donc, toutes les initiatives intéressantes qui ne les engagent pas trop d'un point de vue opérationnel, ils sont toujours partants. Ils ont envie de montrer aussi à leurs clients qu'ils agissent à leur échelle pour ce secteur. Il y a d'autres idées comme ça, d'autres projets collaboratifs que vous avez en tête avec Kidibam? Oui, on a pas mal de choses dans le pipe aujourd'hui, notamment sur la partie pièces détachées. Donc on a envie de continuer à travailler avec ces éditeurs pour mettre en place des choses et les aider à... Ah oui, quand il manque juste une pièce pour qu'un jouet continue de fonctionner, c'est ça? Pareil, nous c'est notre quotidien à l'atelier. Donc on a un stock de pièces détachées, on a un stock de dés, de jetons, de sabliers. Donc régulièrement,
régulièrement, on vient compléter des jeux avec des petites pièces manquantes. Mais c'est vrai que pour encore un grand nombre d'articles, on n'a pas forcément toujours la bonne pièce. Et donc, le fait de mettre en place des partenariats avec ces acteurs pourrait nous permettre à l'avenir d'être beaucoup plus efficaces et d'être en mesure de remettre en état un maximum d'articles. Merci beaucoup Théodore Chastel et bon vent à Kidibam. On passe tout de suite à notre débat. On va parler de la santé mentale des dirigeants d'entreprises à impact positif. Le débat de ce Smart Impact, on parle de la santé mentale des dirigeants et dirigeantes d'entreprises à impact avec Juliette François. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice des programmes de Ticket for Change. Et puis on est en duplex avec Aurélien Baillon. Bonjour, vous êtes chercheur à l'école EM Lyon Business School, chaire de recherche Malakoff Humanis sur la santé mentale des dirigeants. On va démarrer, avant de parler de cette étude, par une question de présentation. Ticket for Change, c'est une association, c'est ça ? Oui, exactement. Ticket for Change, c'est une association qui a été créée en 2014. Ticket for Change, c'est l'école des pionniers d'un monde plus juste et plus durable. Ces pionniers, ce sont des jeunes en pleine orientation professionnelle. Ce sont des salariés, des dirigeants qui ont l'envie d'agir et de transformer leur entreprise de l'intérieur. Ou ce sont notre cible historique, des entrepreneurs qui portent un projet à impact pour inventer des solutions, pour dessiner ce monde plus juste, plus durable. Nous, notre métier chez Ticket for Change, c'est de les outiller, d'accompagner ces pionniers-là pour justement dessiner ce monde plus juste, plus durable et de les mettre en lumière pour initier un changement à plus grande échelle. On utilise l'innovation, l'entrepreneuriat pour dessiner, imaginer ce monde. On en reçoit pas mal et souvent ici dans cette émission de ces pionnières et de ces pionniers. Et vous avez donc lancé cette étude sur la santé mentale de ces dirigeants et dirigeantes à impact. Pourquoi ? Ouais, il y a eu des remontées de terrain, en fait, vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose, quoi. C'est exactement ça, des remontées de terrain. On est Ticket for Change, on accompagne ces pionniers et pionnières depuis plus de 10 ans. Et on a accompagné plus de 800 entrepreneurs à impact, notamment. On a créé du lien avec eux, on discute avec eux des années et des années durant, après leur lancement de projet. Et on a remarqué année après année qu'à chaque fois qu'on demande des nouvelles, alors il y a des super nouvelles et des super réussites, mais souvent aussi des enjeux qui sont partagés, des enjeux humains, des enjeux RH, des enjeux économiques, des enjeux d'alignement. Bref, voilà, c'est souvent un quotidien qui est difficile. Et au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que c'était pas un sujet individuel et ponctuel, c'était plutôt un sujet structurel et récurrent chez nos alumni entrepreneurs. Et allez-y. On a eu besoin de le chiffrer, en fait, cet enjeu-là, pour montrer. On était convaincus que c'était un enjeu avec une ampleur énorme. On a trouvé peu d'études, peu de chiffres sur le sujet. Et donc, on s'est dit qu'il fallait poser des chiffres avant de s'attaquer à ce sujet-là, poser des chiffres. Et donc, on a contacté la chaire de l'EM Lyon. Et donc, on arrive à ces résultats. Je vais donner le principal sur la santé mentale des dirigeants à impact. 40% des dirigeants et dirigeantes interrogés déclarent ne pas être en bonne santé mentale. C'est 24% si on va chercher d'autres études sur des dirigeants, on va dire, d'entreprises traditionnelles qui répondent à une question similaire. Aurélien Baillon, qu'est-ce que vous retenez au-delà de ces chiffres ? L'histoire peut-être d'un tabou à lever. Comment vous avez réagi face à cette étude ? Alors, ce qui nous a permis enfin de collaborer avec Ticket for Change, c'est en parallèle, nous avons aussi étudié les dirigeants plus classiques et on a pu ainsi un peu comparer ce qui se passait chez les dirigeants à impact avec ce qui se passe dans la population en général et dans les dirigeants plus traditionnels, on va dire. Et donc là, quand on voit ce chiffre de 40%, on le voit, il est beaucoup plus élevé. Et ça va dans le sens que, en partie, ça vient du fait que c'est un peu moins un tabou pour des gens qui sont déjà dans l'économie à impact. En général, c'est des personnes qui vont être déjà peut-être plus prêtes à révéler leur santé mentale. Donc, il y a une partie de la différence que l'on voit entre 24 et 40%, ça vient du fait que ce soit légèrement moins un tabou pour cette population-là. Ils osent le dire, ou elles osent le dire, effectivement. Et après, si on essaye d'analyser les explications... il y a quoi ? Il y a une notion de surengagement, de se sentir investi d'une mission qui va au-delà de la mission entrepreneuriale ? Oui, c'est fortement le cas. Enfin, un des facteurs, par exemple, que l'on voit, qu'on a vu dans l'étude, c'est ce qu'on appelle le workaholisme, c'est-à-dire cette tendance à ne pas pouvoir déconnecter. Oui.
Et ça, bon, tous les entrepreneurs ont un peu cette tendance, hein. Ça, faut être bien clair. Mais peut-être que la mission, justement, vient renforcer cette tendance-là. C'est-à-dire qu'on ne fait ça pas simplement pour soi. En général, c'est un engagement qui va un peu au-delà. Et ça peut juste renforcer d'un côté, avoir l'impression d'avoir une mission plus forte, et de l'autre côté, s'ajouter des contraintes. Parce qu'être entrepreneur à impact, dans les faits, hein, c'est s'ajouter des contraintes par rapport à d'autres. Ouais. Effectivement, Juliette, François, il y a ces contraintes. Il y a peut-être aussi le fait d'être, alors c'est pas vrai de tous les entrepreneurs à impact, mais au contact de populations un peu plus fragiles. Ça existe aussi, ça, ouais. dans les raisons, dans les explications? Exactement. Je rejoins Aurélien. Le monde de l'entrepreneuriat, être entrepreneur et dirigeant, déjà de base, c'est complexe, Oui. c'est compliqué. Il y a un côté Shiva, voilà. de toute façon. Et on s'ajoute des contraintes et des spécificités dans l'économie à impact, notamment exactement ça, être au quotidien, en tout cas agir au quotidien pour un public plus vulnérable que soi. C'est difficile d'écouter ses propres vulnérabilités quand il y a plus vulnérable en face. Oui, je vais pas commencer à pleurer sur mon sort et je vais pas me plaindre. Donc c'est difficile ça. Il y a l'urgence, on parle d'urgence écologique et sociale en permanence partout. Donc c'est difficile de se dire je prends le temps de prendre de la hauteur, de reprendre mon souffle face à une urgence d'enjeu qui ne fait que grandir. Le mot urgence, il empêche de s'arrêter. Il y a aussi parfois du découragement quand on a l'impression que notre impact, nos actions, elles ont parfois un effet qui est moins à la hauteur des ambitions qu'on imaginait pour notre projet, et en même temps c'est normal vu les enjeux auxquels on s'attaque. Parfois un peu de découragement qui sont ajoutés donc à tout le cadre de l'écosystème à impact, inventer des nouveaux modèles économiques, les recherches de financement qui sont quand même un peu plus difficiles. Donc tout ça, c'est des enjeux existentiels et émotionnels qui viennent s'ajouter à la complexité de l'entrepreneuriat tout court. Est-ce qu'il y a l'entrepreneuriat féminin à impact encore plus? Je ne sais pas si vous êtes rentré dans le détail des genres, mais est-ce que les femmes sont encore plus touchées par cette faiblesse ou fragilité ou le fait de déclarer se sentir en fragilité mentale? Alors les femmes, c'est un vaste sujet dans l'économie à impact notamment. Il y a un chiffre dans l'étude qui dit que les femmes sont plus atteintes sur le sujet d'une mauvaise santé mentale. Il y a une étude qui a été faite par une association qui s'appelle Willa, pareil, sur la santé mentale des femmes en général. Donc c'est un public qu'on va adresser. Je ne crois pas que ce soit forcément plus difficile vu les enjeux que je viens de présenter. En fait, l'urgence écologique et sociale, les nouveaux modèles économiques, cette économie à impact à inventer. On va peut-être rajouter de la charge mentale qui est déjà parfois plus forte pour les femmes en général. Il y a un truc historique sur le soin en général dans la société qui est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Prendre soin des autres, prendre soin de soi, c'est vital comme respirer. Pour autant, on ne l'apprend pas à l'école. Et il y a beaucoup d'études et de médias qui disent que justement ce soin-là, il est donné aux femmes de manière de base, quoi. C'est aux femmes de prendre soin. Ouais. Aurélien Baillon, si on commence il nous reste 5 minutes à se poser à essayer de positiver, à aller vers des solutions. Quelles solutions vous préconisez ou vous proposez quand vous êtes en contact avec des dirigeantes d'entreprise? Alors, les choses toutes bêtes, qu'on connaît tous, c'est tout simplement être capable de déconnecter. Ça, c'est quelque chose donc prévoir du temps pour soi. C'est vraiment le genre de choses toutes bêtes. Qui, au bout d'un moment, on oublie. C'est-à-dire que parfois, il faut être capable de mettre dans son agenda temps pour moi. Ça, c'est quelque chose... et on en entend partout, j'ai rien inventé. Mais peu de gens le font. Donc ça peut être vraiment quelque chose de tout ça. Après, dans le cadre de l'entreprise, il y a parfois l'oubli de célébrer. Alors ça, c'est donc pour l'étude, j'ai travaillé aussi avec l'Observatoire Amarok qui est à Montpellier. C'est un observatoire qui étudie depuis une bonne dizaine d'années les dirigeants en général. Et eux, dans leurs recommandations, c'est vraiment aussi de dire c'est pas simplement ce qu'on appelle les facteurs pathogènes, de regarder ce qui est négatif, mais donc Olivier Torres, qui est le directeur de l'Observatoire Amarok, va nous dire souvent, il faut penser à ce qui est salutogène, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut amener des choses positives. Par exemple, célébrer les succès.
souvent, on va dire, bon, on a un succès, mais on passe à la suite sans prendre le temps de faire une pause. Et c'est ces choses-là qui peuvent aussi aider. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement à limiter le négatif, mais parfois, il y a à faire des choses positives aussi. Est-ce qu'on peut aussi, Juliette François, changer la vision du stress, en fait, parce que c'est vrai qu'on le reçoit négativement. Est-ce qu'on peut avoir une vision positive du stress? Je ne dis pas que c'est facile et que c'est toujours possible. Ouais, ça s'apprend dans l'étude, c'est un des facteurs clés qui pourrait réduire une mauvaise santé mentale. Moi, je trouve qu'il faut faire surtout attention à pas dire que la seule réponse, c'est l'entrepreneur lui-même. Pas culpabiliser l'entrepreneur en lui disant « prends soin de toi, prends du temps, arrête de stresser ». C'est rajouter une injonction et donc ça fait plutôt partie du problème que de la solution. Moi, je dirais que c'est plutôt une solution collective qu'il faut trouver. Aux structures d'accompagnement comme nous, de créer des parcours. On crée là le parcours Oasis justement pour apprendre aux entrepreneurs dirigeants à impact, les accompagner dans le soin de soi et de leurs équipes. Aux structures financeurs, d'ajouter ces indicateurs clés à un suivi de projet, que ce soit aussi important qu'une rentabilité économique et que des objectifs d'impact, et au système culturel, aux médias, au système éducatif, de véhiculer des nouveaux modèles de réussite, d'arrêter de mettre la performance chiffrée, le résultat, le savoir-faire en avant, et les histoires un peu héroïques d'entrepreneurs super héros, plutôt pour nous, parler de santé mentale, c'est pas un signe de faiblesse, mais une composante essentielle de leadership. Et donc, c'est ça qu'il faut changer un peu dans les schémas mentaux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ces soutiens, ils n'existent pas vraiment? Ils existent peu. Ils sont embryonnaires? Ils sont embryonnaires. On commence à en parler vachement. La santé mentale a été nommée grande cause nationale 2025. Donc forcément, là, on commence à se rendre compte de l'ampleur de l'enjeu, je crois. Et donc à créer un peu des solutions. C'est important que ça devienne une responsabilité collective. Donc nous, on lance avec Ticket for Change notre programme Oasis en juillet. C'est un programme de 6 mois pour permettre aux dirigeantes à impact de retrouver du souffle, du sens, de la clarté, de s'outiller pour apprendre à prendre soin de soi et prendre soin de ses équipes et de retrouver la flamme, l'alignement dans leur projet. Et aussi, c'est un groupe de soutien. On sent qu'il y a un besoin. La solitude de l'entrepreneur, elle est forte, et notamment sur ces sujets-là, vu que c'est perçu comme un aveu de faiblesse, de dire qu'on a des enjeux ou qu'on est un peu fatigué, et que c'est difficile de le dire à ses équipes ou ses financeurs pour pas eux leur mettre une charge, de décaler la charge. Créer un groupe de soutien de pairs pour pouvoir en parler et voilà, résoudre ces problèmes. Donc ça, c'est le programme Oasis, mais je pense que il y a besoin que ça devienne quelque chose de plus grand et que ce soit qu'on initie des actions dans l'économie à impact avec les autres acteurs de l'économie à impact pour faire un sujet plus collectif et qu'on informe, on sensibilise, que on soit capable de parler de santé mentale et de vulnérabilité. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Juliette, beaucoup. François et Aurélien. Bayon, on passe tout de suite à notre rubrique Start-up et Innovation. Smart Ideas avec Adrien Brun, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Doxa, marque de vêtements que vous avez créée à Clermont-Ferrand, octobre 2021 avec Rémi Descamps et Guillaume Marquez. Et avec quelle idée? Tiens, on revient à octobre ou au mois qui précède. Qu'est-ce qui vous donne envie de créer cette marque? Le but, c'est de créer une solution écologique dans le secteur du textile. Ouais. On sait que le secteur du textile est le deuxième secteur le plus polluant au monde. Donc aujourd'hui, nous, on a voulu essayer de créer la solution qui pourrait répondre à cette problématique, à cette pollution textile. Et donc, on a créé la marque. Le but, c'était vraiment d'allier la mode et l'écologie. Ouais. Alors, avec quel choix? C'est-à-dire, il y a les choix des matériaux, et puis on va parler des teintures, mais peut-être un mot des matériaux. Le but, oui, c'est d'utiliser des bonnes matières. Ouais. On part sur une basique de coton bio, 100% bio. Nous, on fabrique au Portugal, au nord du Portugal. Donc, le but, c'est d'avoir une très bonne matière qui permet d'une grande durabilité. Et après, on agrémente ça d'une teinture naturelle dessus. Alors, justement, les teintures naturelles, est-ce que c'est facile à trouver là? Parce que c'est bien d'avoir l'idée, puis après, on commence à voir les obstacles. C'est ça. Au début, on a commencé par les teintures à base de végétaux, à base d'écorce de châtaignier. C'est un des premiers t-shirts qu'on a sortis. Et en fait... Là, on travaille avec une usine au Portugal qui a 30 ans d'expérience dans la teinture naturelle. Donc maintenant, en fait, on utilise les minéraux. Donc on a utilisé la magnétite, qui est une pierre des Alpes françaises. Les squelettes, qui est une pierre qui est plutôt nordique. Et alors, pardon de vous interrompre, mais
chaque pierre a sa couleur, d'une certaine façon, donne une teinture, donne une couleur, c'est ça? Alors, ça donne une couleur, mais après, le but, c'est de les mélanger pour créer d'autres mélanges de couleurs. Et on peut avoir, aujourd'hui, sur notre panel de couleurs, on a à peu près 200 couleurs qu'on peut faire en teinture minéral. Ça donne beaucoup de variété. Exactement, même. ouais. Après, on fait des mélanges. On utilise 20% de la magnétite et 30% de les squelettes pour donner une autre couleur. Ouais. Voilà, on fait des mélanges. Avec une nouvelle teinture naturelle dont vous parlez, qui s'appelle la pouzzolane. Alors, j'ai découvert la pouzzolane, de quoi il s'agit? Et on est très fiers de ça en plus, parce que nous, on est le projet, on est Clermontois, donc on est vraiment à 2 pas des volcans d'Auvergne. Et ben, c'est lors d'une petite randonnée sur le Puy-de-Dôme. Et en fait, on marchait depuis le début sur notre prochaine innovation, la pouzzolane. Donc, on s'est dit qu'on allait l'utiliser. Et en fait, on a une carrière qui est à Saint-Ours, qui est à côté de Clermont. Et on récupère la poudre de pouzzolane et on la travaille pour faire une teinture exclusive qui a été brevetée en collaboration. Alors, c'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que ça demande de la recherche et développement, des brevets, quand on crée d'une certaine façon une nouvelle couleur, une nouvelle teinture? C'est réellement, c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche et développement. Aujourd'hui, on est à peu près sur une petite année de recherche et développement à tester, à être validé par des laboratoires aussi en Espagne, parce que nos produits sont testés à la lumière du jour, à la machine à laver, au sèche-linge, à beaucoup de choses pour pouvoir être commercialisés. Donc oui, c'est beaucoup de travail. Et alors, ça donne quelle couleur, la pouzzolane? Eh ben, c'est la couleur que j'ai sur moi. C'est une couleur rouge un peu grise. C'est joli, c'est une belle couleur. Bah, merci. Une belle trouvaille. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir cette couleur. Nous, on a l'habitude parce qu'on la voit autour de chez nous, autour de Clermont-Ferrand. Mais je trouve qu'on l'a très bien retranscrit sur le produit. Vous l'avez dit, votre usine, elle est basée au Portugal. Alors, évidemment, puisque vous êtes dans une démarche environnementale, vous ne l'avez pas choisi par hasard? C'est-à-dire comment elle fonctionne? Est-ce que c'est quoi son énergie, gestion des déchets, etc. En fait, on appelle ça une usine zéro déchet. Le but, c'est que le projet il soit géré de A à Z pour que ça soit vraiment le plus logique dans la démarche. Donc, on a évidemment cette usine qui a des panneaux solaires sur le toit, qui récupère l'énergie solaire pour ces machines, mais aussi qui récupère l'eau de la pluie pour la réinsérer dans son processus de teinture. Aujourd'hui, nos eaux, elles sont pas sales, parce que c'est de la teinture naturelle et pas de la teinture chimique. Donc, on peut la réutiliser dans notre processus et la réinsérer et la retravailler en interne. Donc, en fait, on n'a rien qui sort de l'usine, à part nos produits. Mais vraiment, on a zéro déchet. Et alors, il reste 40 secondes. Là, pouzzolane, Clermont-Ferrand, on est dans un tissu local. On pourrait dupliquer ça dans d'autres régions? Le but, c'est ça. On fait un peu un appel à toutes les autres régions. Aujourd'hui, si évidemment, il y a des minéraux qui sont intéressants dans d'autres régions, on est capable de travailler le minéral de la région et faire des couleurs très régional. Et donc d'éditer d'une certaine façon des vêtements régionaux, Exactement. Qui vont s'intégrer à une fierté locale. Merci beaucoup, Adrien Brun, d'être venu nous présenter votre marque Doxa. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.